Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Il faut que tu respires. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. T'es gentil des tout. Il paraît qu'il y a maximum 6 personnes entre vous et n'importe quelle personnalité. La théorie des 6 degrés de séparation doit se faire toute petite devant la détermination de Moussa Camara, qui est l'une des rares personnes que je connaisse en vrai qui soit allée et à la Maison-Blanche et à l'Élysée à juste 35 ans. Moussa est devenu entrepreneur très jeune, en parallèle de quoi il s'est impliqué dans la vie citoyenne de son quartier. Un voyage aux États-Unis et des rencontres stratégiques font de lui un entrepreneur qui a envie d'aider les autres à entreprendre. Et ainsi est fondée l'association Les Déterminés. Je suis Flavie Després et depuis plus de 3 ans, je reçois dans Changer la norme, un podcast de Care News, les entrepreneurs qui ont choisi de placer l'humain, la planète et la société avant le profit. Depuis 7 ans, c'est ce qui guide Moussa. Moussa pilote donc Les Déterminés, une association née à Cergy, comme lui, qui accompagne les habitants des quartiers et des zones rurales dans l'aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite une bonne écoute de ce parcours hors du commun et du beau chemin que Moussa et Les Déterminés sont en train de tracer. Si l'épisode vous inspire, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles et à le partager. Ces petits gestes numériques nous permettent de vraiment changer la norme. Bonjour Moussa. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, et vous ? Ça va, on se tutoie, on se peut voit. se tutoie. Allez, on se tutoie, c'est parti. De toute façon, je tutoie tout le monde dans le podcast. Tant mieux alors, c'est mieux. Ouais, c'est chaleureux comme ça. Le soleil qu'on n'a pas dehors. Exactement. On va mettre un peu de lumière. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et de venir pour cet épisode spécial Les Déterminés de Changer la norme. La tradition, comme dans beaucoup de podcasts, c'est que tu te présentes. Qui es-tu, Moussa ? Moi, je suis Moussa, j'ai 35 ans, je suis entrepreneur depuis 15 ans, un peu plus de 15 ans maintenant. Et du coup, j'ai fondé une première asso à Cergy-Pontoise, dans ma ville, en 2007. Et quelques années, j'ai décidé de lancer, il y a 7 ans, le programme qui s'appelle Les Déterminés, qui vise à promouvoir la question entrepreneuriale dans les quartiers populaires, dans les territoires ruraux, dans les territoires périurbains, remettre au cœur de ces territoires le développement économique par l'entrepreneuriat. Très bien. Bon, alors moi, je propose qu'on rembobine un tout petit peu sur ton parcours. Donc, tu dis que tu es entrepreneur depuis 15 ans. Ouais. Tu as monté quoi comme entreprise ? J'avais monté une première boîte dans tout ce qui était télécom et informatique au début. Je n'avais pas forcément l'ambition de créer une entreprise après mes études. Je ne suis pas armé. Pour moi, créer une entreprise, c'est comme monter un immeuble de 15 étages. Et en plus, on ne parlait pas d'entrepreneuriat comme on en parlait aujourd'hui. Et du coup, se projeter dans un projet entrepreneurial, or que moi, dans mon entourage, dans ma famille, il n'y avait pas forcément d'entrepreneurs, je me suis dit que ça allait être compliqué. Et finalement, je l'ai fait. J'ai lancé ma boîte. Ça a été très compliqué. Le seul truc qui s'est révélé en moi, c'était cette question de la résilience, c'est-à-dire je ne lâche pas, même si je ne connais pas, je continue à faire mon projet et finalement, à la fin, ça va marcher et ça va payer. Et c'est ce qui s'est passé. Et la détermination, je l'avais en moi depuis très longtemps, en vrai. Ah, d'où Les Déterminés. D'où Les Déterminés, d'où l'état d'esprit de dire, voilà, tu pars de rien, finalement, tu peux construire quelque chose de positif. Et j'ai créé cette boîte, j'ai commencé à développer cette boîte, et de cette boîte, j'ai créé une dizaine d'emplois. Et parce que je me posais toujours la question, j'ai grandi dans un quartier, je suis né dans une ville à Cergy-Pontoise, le quartier de la Croix-Petit, où on manquait de beaucoup de choses, il y avait des inégalités sociales qui étaient présentes dans notre quartier, mais à un moment donné, il y avait une vraie solidarité entre les habitants, il y avait du partage, il y avait de l'entraide. Et moi, j'ai toujours grandi un peu avec ces valeurs-là, et ça fait que quand j'ai commencé à réussir ma boîte et à commencer à gagner un peu d'argent, je me suis dit, quelle était ma manière à moi de pouvoir contribuer, ma réussite, il fallait qu'elle puisse contribuer à celle des autres. Et du coup, comment, moi, c'est toujours été
mon moteur, ça va pas être forcément gagner de l'argent. Gagner de l'argent, c'est bien, mais à un moment donné, c'est comment ma réussite, elle puisse être collective. Et c'est là où j'ai commencé à me mettre dedans, j'ai commencé à me débrouiller, j'ai commencé à vouloir me développer et tout. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, ouais, c'est bien, j'ai la casquette un peu de chef d'entreprise. J'avais 20 ans, 21 ans. Et le contexte aussi, l'environnement d'où je venais, c'était un contexte à l'époque qui était un peu compliqué parce que c'était 2 ans après les émeutes de banlieue. C'était la même année que les émeutes de Villiers-le-Bel. Et c'est vrai que les quartiers à l'époque étaient beaucoup stigmatisés. Et ce que moi j'ai voulu faire, c'est de pouvoir redonner une image positive, notamment dans les quartiers, en créant une première association avec des habitants, parce que voilà, il fallait qu'à un moment donné, on puisse s'organiser, on puisse porter notre voix, et il fallait pas tout attendre des élus, des responsables politiques en attendant qu'ils fassent à notre place. Et du coup, on a commencé à œuvrer, à mettre des actions en place, à créer cette première association qui a été un gros catalyseur d'une jeunesse qui avait des choses à revendiquer et qui était force de proposition. Donc, on a mis tout un tas d'actions citoyennes, où on a mobilisé les jeunes à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'était une association de mobilisation citoyenne ? C'était une association qui répondait à plusieurs besoins, en fait. D'accord. Une association citoyenne, parce que on faisait en même temps, on accompagnait les jeunes dans leur recherche de stage, dans leur réussite éducative. On était auprès des familles pour les accompagner dans la question du relogement, parce que le quartier dans lequel j'habitais, il avait un programme en rue, il allait être détruit, donc il fallait les accompagner. Et quand on a mis tout ça en place, on a organisé des manifestations, on a organisé des événements, on organisait, voilà, on avait une vraie force de mobilisation auprès des habitants. Et ça, pour moi, ça a été extrêmement fédérateur, parce que, mine de rien, j'ai été mis en avant, j'ai porté le projet, parce que j'étais pas le plus âgé, mais naturellement, par la force des choses, j'ai été mis en avant. Et j'ai porté cette structure. Qui s'appelait comment ? Qui s'appelait Agir pour réussir, qui existe toujours, qui est toujours active, dont je suis plus président parce que on a transmis, on a fait passer le flambeau. Je suis resté quand même à peu près 13 ans en tant que président, où on a impulsé les choses. Et moi, tout ça, ça a nourri chez moi mon engagement pour les autres. Encore plus, je savais pas comment le matérialiser avant. La journée, j'étais chef d'entreprise et le soir, j'avais cette structure associative à Cergy-Pontoise où on était en train d'œuvrer pour l'ensemble de la population à Cergy-Pontoise. Et moi, ça a été une vraie expérience parce que ça fait partie de mon parcours. Ça a fait partie de ma construction personnelle, professionnelle et de mon engagement. Et aujourd'hui, si j'ai pu me faire les déterminer, c'est parce qu'il y a eu aussi ce goût de l'engagement pour les autres très tôt. Donc, très tôt, tu es entrepreneur. Donc, tu as ton entreprise avec une dizaine de salariés rapidement. Tu fondes et tu présides cette association Agir pour réussir. Exactement. Pendant 13 ans. Et comment te vient l'idée de fonder, donc les déterminer, donc une deuxième association et de la porter, en plus de tout ce que tu faisais déjà? En fait, quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'être opéré par un entrepreneur social aux États-Unis, qui s'appelle John Young, qui est venu... j'avais aidé une association de l'université de Cergy-Pontoise qui voulait faire venir un conférencier auprès des étudiants. Et ils n'avaient pas forcément les contacts. Moi, à l'époque, j'avais vraiment les bonnes relations, le réseau avec les élus de l'époque. Et du coup, je les ai aidés à faire financer le voyage de cet intervenant. Et quand il est arrivé, il a fait une conférence devant 1000 étudiants. À la fin de cette conférence, il a voulu aller à la rencontre d'acteurs engagés à Cergy. Et du coup, naturellement, vu que j'avais aidé l'asso étudiant, ils me l'ont présenté. Et il est venu et tout, etc. Et quand il est venu, finalement, on a discuté. Il était impressionné du travail qu'on faisait. Et il trouvait dommage que c'était pas forcément mis en avant, connu et tout. Parce qu'à l'époque, on faisait des actions, mais c'était local. Donc, nous, on n'avait pas les outils de communication. Pour nous, c'était pas forcément important. Et c'était pas une nécessité de communiquer sur ce qu'on faisait, en fait. Et du coup, lui, quand il a vu ça, on s'est rencontrés, etc., il a vu un peu quelque chose qui se dégageait en moi. Et du coup, il m'a proposé de venir aux États-Unis pendant quelques mois. Et moi, avec lui comme un stage Enfin, un stage, en fait. Ouais. C'était pas un truc gouvernemental, c'était un truc non gouvernemental, etc. Et du coup, moi, j'accepte quelques mois plus tard de venir aux États-Unis. En plus, à l'époque, quand il me propose ça, j'étais pas chaud. Je parlais pas la langue anglaise. Je connaissais pas les États-Unis. Ça m'intéressait pas forcément. Et du coup, quand je vais là-bas, je me prends une claque. Pourquoi ? Parce que je me retrouve dans une fondation qui avait plus de 100 ans, qui s'appelait Fellstock, qui avait même une fondation qui avait ramené le père de Barack Obama aux États-Unis. Je suis à Washington, à 5 minutes de la Maison-Blanche, un truc que je voyais que dans les films,
et tout. On dirait j'étais dans un film, un grand film américain, et je découvre les États-Unis. Et je me retrouve, le premier jour, j'arrive dans cette fondation, je vois les gens avec qui je vais travailler pendant plusieurs mois. Déjà, je vois une diversité de gens, quoi. Des femmes, des hommes, des noirs, des blancs, de tout. Et dans une grosse fondation, dans un grand immeuble à 5 minutes de la Maison-Blanche, déjà, moi, ça m'avait frappé. Parce que je n'étais pas forcément confronté à ça en France. Et moi, je découvre tout ça, sans parler la langue, en essayant de comprendre. Et ils essaient de me comprendre, etc. Et finalement, je m'adapte. Et c'est là où j'ai vu ma capacité d'adaptation à des environnements dans lesquels je ne maîtrisais pas forcément. Et très vite, je vais comprendre, en fait, ce qu'ils font et comment ils le font. Et on est là, la journée, on travaille sur des politiques publiques, sur comment on peut aussi influencer le leadership des populations les plus éloignées, etc. Donc, on rencontre des chefs d'entreprise, on va rencontrer des congressmen, on va rencontrer des députés américains congressmen, on va rencontrer des élus à la mairie de Washington, jusqu'à aller à l'intérieur de la Maison-Blanche, rencontrer des gens qui travaillent auprès de la Maison-Blanche. Et quelques mois plus tard, je me retrouve aux 50 ans de la marche de Martin Luther King, devant, dans les débuts du rang, avec un discours de Barack Obama, Bill Clinton, Jimmy Carter, Michelle Obama. Un truc incroyable, j'aurais jamais imaginé tout ça. T'avais pas envie, mais t'as bien fait d'y aller quand même. J'avais bien pas envie et j'ai bien fait d'aller. Et un petit gars de Cergy qui se retrouve à Washington, dans les endroits les plus puissants des États-Unis, reçu par l'ambassadeur de France, le consul général de France, des rencontres de chefs d'entreprise assez impressionnants, où il y avait une discussion où tout le monde était... c'était facile, en fait. Je me voyais plus comme un jeune issu de quartier, mais je me voyais comme quelqu'un qui portait un projet et qui était en capacité de pouvoir parler de ce qu'il fait avec des gens placés à haut niveau. Et moi, je me suis dit, en vrai, c'est possible. Si moi, j'ai réussi à arriver jusqu'à là, il y a d'autres pour qui en fait, en réalité, c'est qu'il n'y a rien qui est écrit dans le destin. Et moi, ça m'a déjà débloqué un truc. Après, malgré ça, dans ce stage-là, on n'a pas vu que les bons côtés. On est aussi allé à Washington, à 10 minutes de la Maison-Blanche. On est allé dans des lycées où c'était chaotique, où il n'y avait presque pas d'espoir de réussir. On est allé dans des ghettos. On est allé dans des tribunaux en assistant à des programmes de réinsertion pour des jeunes détenus mineurs. On a fait tout ça. Et moi, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, en fait, il y a deux côtés de l'Amérique. Il y a le côté que je vous ai décrit en premier, et il y a l'autre côté où, voilà. Mais qu'on voit moins à la télé. Si tu es né dans ce côté-là, tu n'as aucune chance de réussite. Et moi, quand j'ai pensé à tout ça, je me suis dit, en vrai, en France, même dans tous les quartiers où je suis allé, et j'ai fait beaucoup de quartiers, je n'ai pas été confronté à un tel désespoir que j'ai vu là-bas, où tu n'as aucune chance de réussite. En France, même dans le pire quartier, je dis, bon, il y a une situation sociale qui fait en sorte que même si tu es dans la très grande précarité, tu as toujours un niveau. Là-bas, c'est soit tu es du bon côté que tu peux réussir, soit tu es de l'autre côté, tu n'as aucune chance de réussir. Je le dis crûment, mais c'est ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, moi. Et quand je vois ça... qu'en France, c'est plus... Il y a un peu on résiste un peu à ce truc-là. On y arrive de plus en plus là, dans les années qui arrivent, mais c'est moins pire que certains ghettos aux États-Unis. Et là où j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, après, j'ai fait plusieurs allers-retours entre 2012, 2013, 2014, où j'ai ramené des jeunes Américains dans ma ville, la Cergy. J'ai ramené des jeunes de ma ville aux États-Unis. Je faisais plusieurs échanges comme ça. Et c'est là que l'idée de déterminer est venue. Parce que quand j'ai changé là-bas avec des gens, des entrepreneurs et tout, ils me disaient, nous, on fait du cash la journée et le soir, on va faire des actions philanthropiques. Mais parce qu'on est fort économiquement, qu'on peut aider ceux qui sont plus faibles, on peut les aider beaucoup plus fortement parce qu'on est fort économiquement. Et moi, ça me sonnait dans ma tête parce que je me disais, j'ai mon entreprise d'un côté, j'ai mon asso de l'autre, mais les deux, fallait surtout pas lier. Et moi, je parle de ça 2007, 2008, 2009, 2010. On ne parlait pas trop d'économie sociale et solidaire. Oui, c'était vraiment l'économie et le social. Soit il y avait le social d'un côté, soit il fallait surtout pas mélanger. Parce que si vous mélangez, attention, vous utilisez le social pour faire de l'économie. Et moi, aux États-Unis, j'ai vu que grâce à l'économie, ils arrivaient à avoir un impact très local, etc. Et du coup, quand je suis revenu, après mes allers-retours, j'ai fait plusieurs allers-retours, je me suis dit, en vrai, ce qu'il faut pour faire en sorte que les gens ils puissent sortir la tête de l'eau, il faut vraiment amorcer une vraie politique économique dans ces territoires les plus fragiles, parce que si on arrive à inverser la tendance, à remettre de l'économie, de la valeur, de la croissance dans ces territoires les plus fragiles, on va forcément tirer une réussite sociale derrière. Bon, parlons des déterminés maintenant qu'on y est. Donc, tu te dis que tu vas lancer une asso pour donner aux gens
une réussite économique Ouais. pour que ça amène aussi une envie de réussite sociale, etc. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement au sein des Déterminés? Déjà, avant ça, plusieurs constats. Le premier constat, c'était, moi, j'en avais marre de voir des gens, et surtout des jeunes dans mon entourage, qui avaient une idée, mais qui se limitaient. Qui parfois créaient une société, mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, elle fermait. Parce que pas de structuration, même quand le projet était bon, ça marchait pas. Deuxième constat, quand je vois le nombre de chômeurs qu'il y avait dans nos quartiers, surtout chez les jeunes, il y avait plus de gens qui ne travaillaient pas que des gens qui travaillaient. Et du coup, je me suis dit, c'est un potentiel, mais qui est énorme. Qu'est-ce qu'on fait pour tout ça? Et de ce tableau-là, je dresse ce tableau-là et je me suis dit, en vrai, là, ce qu'il faut amorcer, c'est un programme d'accompagnement à la création d'entreprises et faire émerger des nouvelles générations d'entrepreneurs, de gens qui vont pouvoir porter des projets entrepreneuriaux, mais aussi qui vont avoir du sens, qui vont avoir un impact et qui vont pouvoir contribuer aussi à améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Et c'était ça le projet de base. Et donc, quand je lance ce projet-là, je vais taper aux portes des entreprises locales, de la mairie, etc., en disant, voilà, j'ai un projet qui va profondément et qui veut profondément changer l'image des quartiers par l'économie, par tout ça. Et quand je parle de ça, de cette manière-là, on me dit, non, c'est pas pour vous, vous faites des associations sociales, de citoyennes, continuez à faire ça, c'est bien, mais le reste, il y a déjà des structures qui sont des grands réseaux d'accompagnement, qui sont là, qui existent pour faire accompagner. Et moi, je me tourne vers ces réseaux, je me tourne vers Pôle emploi, je me tourne vers toutes ces structures-là, qui disent, oui, c'est bien, on veut faire des choses, mais ramenez-nous les jeunes, et quand on les accompagnera. Mais à chaque fois, je ramenais des jeunes, ils revenaient, ils étaient plus frustrés qu'au départ, parce qu'on ne les avait pas compris, parce qu'on n'avait même pas essayé de leur demander où ils en sont, on leur avait demandé un business plan, etc. Et je me suis dit, bon, il manque quelque chose, il y a un trou dans la raquette, parce qu'il n'y a pas la prise en charge de ces publics-là, et nous, on a des jeunes qui sont motivés. Du coup, on a décidé de créer un programme sur mesure, à peu près, qui était destiné à tous les profils. Tu sois diplômé, pas diplômé. Pour devenir entrepreneur. Pour t'accompagner. D'accord. Le seul critère de base chez nous, ça a été la détermination et la disponibilité. Le programme, il dure 6 mois. Oui, c'est court. C'est très court, mais on les garde un peu plus de 6 mois parce que pendant 1 an, ils sont avec nous, on a créé un club, etc. Il y a une sélection. Vous candidatez chez les déterminés, vous êtes reçu en entretien, vous présentez votre projet, vous vous présentez à vous, on ne vous pose pas de questions sur le projet. On regarde si vous êtes en capacité de vous lancer sur un projet entrepreneurial, sur un parcours entrepreneurial où vous allez avoir peut-être des doutes, de l'échec, de la réussite à la fin, on ne sait pas. Et du coup, dès qu'on a déterminé tout ça, ils rentrent dans un pré-SAS en mise en situation pendant quelques jours pour voir est-ce qu'ils correspondent ou pas à notre programme d'accompagnement. Et une fois qu'ils sont retenus, ils intègrent le programme pendant 6 mois. Depuis le début, en quelques chiffres, on a sensibilisé plus de 4500 personnes. C'est pas grand, mais c'est des gens qu'on a vus et qu'on a redirigés. On a accompagné plus de 700 personnes entre 6 mois et 1 an. Et du coup, ces 700 personnes qu'on a pu accompagner, il y a plus de 65% de femmes. C'est énorme, c'est-à-dire qu'on sait que la moyenne nationale, elle a 20% de femmes qui entreprennent. Chez nous, c'est à 65%. Derrière, tu as un accompagnement qui te donne les outils sur la créativité, l'intelligence collective, la posture entrepreneuriale, toute ta capacité, la culture entrepreneuriale, le langage entrepreneurial qu'on donne aux entrepreneurs. On rentre dans une deuxième phase qui est à peu près tout ce qui est étude de marché. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu as un business. OK, comment tu le valorises? C'est quoi l'étude? C'est quoi ton marché? Comment ta cible, tu vas la toucher? Ça, comme un petit incubateur d'entrepreneuriat. J'aime pas le terme incubateur, mais c'est vraiment plus de l'accompagnement vraiment précis. Parce que le programme, on l'a accompagné, on l'a développé, il y a un vrai suivi, il y a une vraie pédagogie. 3e bloc, on rentre dans tout ce qui est aspect financement. Parce que c'est important de savoir combien mon projet coûte, c'est quoi mon business plan, c'est quoi l'étude de marché. Après ça, on commence à faire des niveaux de groupe. En fonction des niveaux des entrepreneurs qui sont chez nous, c'est vraiment, là, on est vraiment au laser, quoi. C'est du renforcement pour ceux qui sont moins avancés, du perfectionnement pour ceux qui sont entre les deux et de l'accélération pour ceux qui sont les plus avancés. Après ça, on rentre dans tout ce qui est aspect juridique, compta, quel statut choisir, comment je fais un bilan comptable, comment j'arrive à faire des chiffres, etc. et tout. 4e bloc, c'est tout ce qui est marketing, communication, qui est hyper important parce que quand on développe un projet, il faut savoir communiquer. Il faut avoir une marque, une charte graphique, pitcher son projet, savoir l'expliquer, savoir le vendre, à qui parler, quelle est ma cible, etc. Donc, tout cet aspect marketing. Et la 5e bloc, c'est tout ce qui est accélération, perfectionnement du projet. Comment le pitch, comment présenter
Est-ce que je suis bien dans mes chiffres? Est-ce que j'ai commencé à générer le chiffre d'affaires? Et ça se découpe en 3 semaines intensives et 2 jours par semaine pendant 5 mois. Et à la fin, ils ont une soutenance finale. La soutenance finale, c'est qu'ils rencontrent des entrepreneurs dans leur secteur d'activité qu'ils n'ont jamais vu, qui n'ont jamais entendu parler d'eux, et là, qui vont les challenger sur la personne et sur le projet. Tandis qu'au début, on les choisit que sur la personne. À la fin, ils sont challengés sur leur personne et le projet. Et quand ils sortent de là, voilà, ils ont une feuille de route très précise. Voilà ce qu'il vous manque à faire. Voilà ce qu'il faut faire. Là, dans les 3, 4, 6 mois à venir, voilà quelle orientation vous devez prendre. Et on les suit, on les accompagne, on leur met des mentors à disposition. Ils sont suivis, ils sont accompagnés, ils intègrent le club des déterminés. Et quand on regarde les chiffres à la sortie, c'est plus de 70% à 75% des personnes qui rentrent dans nos programmes, c'est des promos entre 20, entre 15, 20, maximum 30. Ils sortent avec un projet de création d'entreprise. Et dans 15% des cas, ceux qui ne le créent pas, ils retournent à l'emploi. Donc, c'est des retours positifs dans son ensemble. Et ce programme, pour que ça, il a pu être une réussite, ça a été un travail de longue haleine. Moi, je venais pas du monde de la formation, je venais pas du monde de l'accompagnement. Mais ce qu'on a contribué à faire, aujourd'hui, dans 80% des entreprises qui sortent des déterminés, 3 ans après, elles sont encore en vie. Il y a plus de 300 emplois créés. Du coup, quelques chiffres. J'ai 2 questions. Ouais, enfin, une sur. Je parle beaucoup, c'est vrai, mais coupez-moi, n'hésitez pas. Non, mais c'est bien les gens passionnés. C'est la magie du podcast et des conversations. Qu'est-ce qu'ils font c'est quoi comme type d'entreprise? On a plusieurs types d'entreprises. On a tous les secteurs généralement qui sont représentés. On en a dans la santé, on en a dans tout ce qui est numérique, dans l'accompagnement, dans l'agroalimentaire, dans l'alimentation, on a dans la tech, on a dans des projets dans la mobilité aussi, douce. On a des projets dans le dernier kilomètre, de livraison, etc. On a des produits de services, on a des produits aussi auprès des entreprises. On a des traiteurs dans la food. On a pas mal d'exemples, hein. Franchement, on en a pas mal. Je pourrais pas trier parce qu'aujourd'hui, l'ensemble des secteurs dans l'événementiel, dans plein de choses, ils sont représentés aujourd'hui chez les déterminés. Et c'est implanté dans quels endroits? En fait, aujourd'hui, on a commencé en Île-de-France, notamment à Cergy-Pontoise. Et aujourd'hui, on est dans plus de 15 villes de France, dans les plus grandes villes de France. On a à Marseille, on a à Toulouse, on a à Montpellier, on a à Nantes, on a à Nancy, on a à Bordeaux, on a à Lille, on a à Roubaix, on a au Havre, on a à Caen, on a à Rouen. Et j'en oublie, on a à Lyon, on est presque partout là. Et là, on a à Mulhouse, on a à Nancy. Et en parlant de grandir, est-ce que c'est gratuit, la formation des déterminés? Le programme est totalement gratuit. Et comment c'est financé? Alors ça, c'est mon dada. Comment c'est financé? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des partenaires qui nous ont fait confiance, qui sont avec nous embarqués depuis plusieurs années et qui aujourd'hui nous permettent d'agrandir la structure. Donc des financeurs. Des financiers. On a BPI France, si je peux les citer, on a BNP Paribas, on a Mazars, on a l'ANCT qui est le bras armé financier du ministère de la Cohésion des Territoires. On a tout un tas d'entreprises comme ça qui soutiennent, HP, SAP, Engie. Donc c'est à la fois de la subvention et du mécénat. On a 50% de subventions publiques et 50% de privées. Et je pourrais en citer pas mal. Toutes ces entreprises qui sont autour de nous permettent en fait non seulement pas que du financement, c'est aussi l'intégration de leurs collaborateurs auprès du projet. Ils interviennent, ils mentorent, ils ouvrent des portes, il y a du mécénat de compétences. C'est un travail vraiment où nous, les partenaires qui sont avec nous, ils sont vraiment embarqués. Ils sont embarqués dans le projet et ça fait toute la différence. Bon, et en parlant de différence, parce qu'on arrive sur la fin, désolé, c'est toujours très court et c'est toujours très frustrant, mais j'aimerais bien, donc la tradition d'en changer la norme, c'est de parler quand même à la fin 5 minutes d'impact et d'entrepreneuriat social de manière générale. Et toi, tu disais que tu avais vu une grande différence entre la mentalité, à l'époque américaine, et la mentalité française, et que tu as dit que ça avait changé. Qu'est-ce qui a changé pour toi ces dernières années sur l'entrepreneuriat social et solidaire? Déjà, aujourd'hui, il faut savoir que on parle plus d'entrepreneuriat social et solidaire et c'est devenu normal. La plupart des entrepreneurs que je rencontre, notamment qui viennent, ils ont cette conscience d'impact. C'est-à-dire aujourd'hui, les jeunes qui rentrent, et c'est plus comme il y a 15 ans. Il y a 15 ans, tu rentrais vraiment pour faire... tu pensais même pas à l'impact, c'était même pas quelque chose... Aujourd'hui, je vois les porteurs de projets, quand ils viennent chez les déterminés, même quand ils ont un projet d'entreprise, ils pensent toujours à comment mon entreprise peut faire du bien à la société. C'est-à-dire en termes d'emploi, en termes de coopératif
ou en termes d'environnement aussi, surtout. Moi, quand je vois les traiteurs qui font attention à savoir comment ils vont prendre l'emballage pour que ça soit pas plus polluant, ou ceux qui sont dans le textile, ils vont faire des vêtements éco-responsables parce qu'il y a cette notion-là. Pourtant, ils pourraient prendre moins cher, aller s'alimenter en Asie, etc. Non, mais ils le font pas. Et cette conscience d'impact, pour moi, est importante. Et aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat social et impact partout. Ça s'est démocratisé, c'est un vrai mouvement. Et c'est que le début d'économie circulaire et tout, il faut le pousser. Et notamment dans les publics dans lesquels nous, on accompagne, parce que c'est les publics qui, parfois, sont pas totalement sensibilisés à cette question-là. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que quand on parle d'impact, moi, je le vois en termes d'emploi, en termes de solutions qui sont apportées, parce que certains, voilà, ils créent des projets et ça apporte des solutions à plusieurs milliers de personnes. Donc, en réalité, il y a cette conscience-là. Et moi, je pense que j'ai extrêmement confiance à l'avenir par rapport à tout ce qui se passe et tout ce qui est en train de se passer sur ces sujets-là. Nous, aujourd'hui, dans les Déterminés, tellement que ça prend tellement fort, on a créé un groupe autour de l'entrepreneuriat à impact. Ah oui, tu as une filiale on a créé une filiale là-dessus. On a un groupe, tous les entrepreneurs sociaux à impact, on les a regroupés. Et faudra que j'envoie les journalistes de Claire News. Exactement. Et là, on va faire un programme spécial dédié à l'entrepreneuriat à l'impact cette année. C'était une volonté qui remonte. Dans chaque promo, de toute façon, on a à peu près 30 à 40% de projets à impact. Super. Bon, félicitations. Nous, on fait un top 50 de l'entrepreneuriat à impact. Merci. Donc, peut-être qu'ils seront là l'année prochaine ou dans 2 ans. Il y en a eu déjà, je pense, de chez nous, peut-être. Ah bon, on regardera. Ouais. On va regarder. Moussa, c'est les questions finales. C'est la fin. Il faut que tu répondes rapidement en une phrase. Rapidement. Quelle est la raison d'être des Déterminés ? La raison d'être des Déterminés, c'est le partage, c'est la détermination, c'est le fait de dépassement de soi, que rien n'est impossible, quoi qu'il arrive, même si vous partez avec un destin qui n'est pas forcément favorable, finalement, vous pouvez y arriver. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre ? La femme et l'homme politique que je voudrais convaincre. Quelqu'un qui n'est pas assez convaincu sur les questions d'entrepreneuriat. La taxe que tu voudrais inventer ou supprimer. La taxe qu'il faut supprimer, c'est pour toutes les aides pour les entrepreneurs qui se lancent. Il y a tellement d'aides au départ, ils doivent payer l'URSSAF, tout ça et tout, etc. Il faut supprimer tout ça, simplifier. Je suis assez d'accord. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné ? Lance-toi et surtout, n'oublie pas de te faire plaisir. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme ? Il faut tout changer à la racine, repartir de zéro, repartir de ce qui marche, aller sur le terrain et travailler en proximité avec les acteurs de terrain directement. Merci Moussa. Merci à vous. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Claire News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.